À l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission est réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi numéro 4, loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2025 et modifiant d'autres dispositions. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Sept-Lacouille-Mont-Royal-Outremont est remplacée par Madame Nicole Vaudreuil. Merci, Madame la secrétaire. Nous débutons avec les remarques préliminaires. Monsieur le ministre et député de Gros, vous disposez de 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir d'être à la Commission des finances publiques et nous sommes très heureux que vous soyez notre nouveau président. La barre est haute. L'ancien était excellent et à la Commission, ici, on est efficace. Alors, on est content de vous avoir. Merci aux députés du gouvernement, députés de l'opposition, les députés de l'opposition qui ont toujours des bonnes questions. Je vois plein d'amateurs, fans de commissions parlementaires dans les estrades. Merci d'être là et merci à tous les excellents juristes et merci à mon équipe et merci au ministère des Finances et merci, Monsieur le Président. Nous entreprenons aujourd'hui l'étude détaillée du projet de loi numéro 4, loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 25 mars 2025 et modifiant d'autres dispositions. Je pense que je les ai salués, mes collègues. OK. Le projet de loi numéro 4 est important puisqu'il permettra de mettre en œuvre des mesures du dernier budget visant à stimuler la création de richesses, à soutenir les Québécoises et nos collectivités, à améliorer le régime fiscal et à maintenir notre engagement face à la saine gestion des finances publiques. Plus concrètement, le projet de loi numéro 4 nous permet d'atteindre plusieurs objectifs. En effet, il clarifie la notion de travail réputé exécuté au Québec en réaction à la grande évolution du marché du travail observée dans les dernières années. Il permet aussi d'améliorer les prestations du régime de rente du Québec en cas de lésion professionnelle afin d'éviter que les bénéficiaires d'une indemnité de remplacement du revenu réduite voient leur rente de retraite diminuer de façon importante. Une mesure extrêmement importante, Monsieur le Président. De plus, ce projet de loi vise à actualiser le droit additionnel à l'égard des véhicules de luxe et à instaurer un droit additionnel annuel pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides électriques rechargeables. Le projet de loi numéro 4 améliorera également l'accès aux données à des fins de recherche par l'Institut de la statistique du Québec et augmentera le financement du Fonds Avenir Mécénat Culture. Il nous permet aussi de réviser le tarif de consultation du registre foncier qui n'a pas été actualisé depuis 2022 et de réviser les cibles de réduction de la dette en raison de l'évolution de la situation budgétaire et du contexte économique incertain. Dans un but d'harmonisation du processus pour l'ensemble des municipalités, nous prévoyons aussi modifier la charte de la Ville de Montréal afin de lui permettre de mandater le ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions relatives aux emprunts de la Ville. C'est des activités de financement. Ça va faire plaisir aux députés de l'opposition, Monsieur le Président. Parmi les autres objectifs du projet de loi numéro 4, on retrouve la bonification de certaines mesures administratives applicables aux entreprises de services monétaires afin de permettre la capitalisation des intérêts et d'apporter des modifications techniques en matière d'affectation fiscale, la bonification de certaines mesures administratives applicables en matière de perception des pensions alimentaires et la bonification de certaines mesures administratives applicables en matière d'administration fiscale. Nous prévoyons également modifier le programme de compensation financière du programme de gestion de l'exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes, améliorer la récupération par leurs ayants droit de sommes payables en matière d'assurance sur la vie, et abolir la taxe d'affaires et le rôle de la valeur locative afin d'alléger le corpus législatif ainsi que le fardeau administratif des municipalités. Enfin, le projet de loi permettra au gouvernement de fixer de façon exceptionnelle les taux de cotisation au régime d'assurance parentale. Alors, voilà, Monsieur le Président, pour le résumé du projet de loi. Il s'agit d'un projet de loi costaud et nous avons du pain sur la planche. Je nous souhaite des discussions constructives et efficaces afin d'en arriver à un projet final qui répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois. Et j'aimerais dire que nous souhaitons étudier le projet de loi par bloc, Monsieur le Président. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle et député de Marguerite Bourgeois à faire ses remarques préliminaires.
Merci, Monsieur le Président. Écoutez, mes remarques seront courtes. Premièrement, pour ce qui est des blocs qu'on va sentir pour cette fonction en bloc. D'accord. Merci. Le projet de loi 4, tout de même, va mettre en application plusieurs éléments qui sont passés un peu inaperçus dans la dernière année, donc depuis mars 2025. Pour nous, ça va être important qu'on pose des questions à ce sujet-là, à ces sujets-là. Il y en a plusieurs. Qu'on pense, là, évidemment, aux droits additionnels pour les véhicules électriques, qu'on pense à ce qui se passe au niveau du régime de retraite, clairement. Je veux aussi qu'on discute de ce qui va se passer par ma collègue qui va nous approcher le sujet dans le bloc numéro 7, je crois. Donc, on aura plus de questions à ce sujet-là. Mais pour la suite des choses, Monsieur le Président, procédons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont des remarques préliminaires? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. La commission est maintenant prête. Excusez-moi, nous en sommes maintenant aux motions préliminaires. Est-ce qu'il y a des motions préliminaires? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, nous allons immédiatement débuter l'étude article par article. La commission est maintenant prête à procéder à l'étude détaillée du projet de loi. Je comprends qu'il y a un consentement afin que le projet de loi soit étudié par sujet, selon le plan de travail proposé par le ministre. Est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Consentement. Est-ce qu'il y a consentement également pour que les articles soient étudiés simultanément, tels que proposés par le ministre? Consentement. Consentement. Ça va? Donc, je vous remercie. Donc, nous débutons alors par l'intitulé « Mesures en matière de retraite ». Monsieur le ministre, je vous prie de faire la lecture de l'article 1. Oui, Monsieur le Président. Précision quant au travail réputé exécuté au Québec. Mise en contexte. On doit éviter qu'une personne travaillant hors du Canada cotise au régime de rente du Québec et bénéficie des prestations du régime des rentes du Québec alors qu'elle ne viendra peut-être jamais au Québec. Modification proposée. L'article 1 du projet de loi propose de modifier, à compter du 1er janvier 2026, l'article 7 de la loi sur le régime de rente du Québec afin de préciser que la présomption à l'effet qu'un travail est réputé exécuté au Québec ne s'applique que si le travail est exécuté au Canada. Monsieur le Président, je suggère que je ferai aussi la mise en contexte des articles 2 à 10. Comme ça, on pourra discuter sur l'ensemble du bloc. Est-ce que ça convient à tout le monde? Allez-y, Monsieur le ministre. Calcul des prestations du régime de rente en cas de lésion professionnelle. Ce sont les articles 2 à 10 du projet de loi. Mise en contexte. Des modifications au régime de rente du Québec ont été annoncées lors du discours sur le budget. C'est marqué du mars, là, mais ça doit être... Ah oui, du 25 mars 2025. Et requiert de modifier la loi sur le régime de rente du Québec et la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Modification proposée. Il est proposé de modifier à compter du 1er janvier 2026 la loi sur le régime de rente du Québec afin de changer le calcul des prestations du régime de base du régime de rente du Québec pour retrancher des mois pendant lesquels une personne victime d'une lésion professionnelle reçoit une indemnité de remplacement du revenu réduite et ainsi bonifier les prestations payables et de modifier la loi sur le régime des rentes du Québec et la LATMP, qui est la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, afin d'établir que le financement de cette bonification, incluant sa mise en œuvre, est à la charge de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Puis là, je veux m'expliquer, Monsieur le Président, donner un peu de contexte, mais c'est que les gens qui avaient des lésions professionnelles permanentes avaient une compensation dans le RRQ, c'est-à-dire qu'on retirait dans le calcul du RRQ les années qui influençaient à la baisse
leur revenu pour l'éligibilité au RRQ, mais lorsque cette lésion professionnelle-là était temporaire, ne bénéficiait pas de cette même reconnaissance, de retirer ces années où il y a moins de revenus. Alors, la Commission des normes d'équité et de la sécurité du travail, la CNESST, a suggéré de corriger cette inéquité, et c'est bien la CNESST qui finance la bonification du RRQ pour qu'il y ait un traitement équitable des gens qui ont des lésions professionnelles en cas où celles-ci sont non permanentes. Est-ce que, Madame la juriste, en plus de vous présenter, vous aimeriez ajouter quelque chose? Bonjour, mon nom est André Labrec, je suis avocate à Retraite Québec. Je pense qu'il faut qu'il vous autorise. Excusez-moi. Allez-y. J'ai besoin du consentement. Vous vous présentez, puis je vais demander le consentement. Parfait. Alors, André Labrec, avocate à Retraite Québec. Parfait. Est-ce qu'on a le consentement? Merci. Alors, Monsieur Girard a tout à fait bien résumé la situation. Alors, depuis 1985, on a effectivement des règles qui permettent de soustraire les mois où les gens ont une indemnité non réduite, qu'on appelle le 90% du salaire net. Alors, c'est des gens qui sont incapables de travailler. Donc, on avait prévu ça depuis 1985. Et là, on rajoute simplement un volet qui concerne les gens qui travaillent toujours, qui travaillent à un salaire moindre parce qu'ils ont eu un accident de travail et qui sont compensés pour la différence. Donc, les mois pour lesquels ils vont recevoir cette indemnité réduite, on va tout simplement les retrancher là, du calcul pour bonifier leur rente de retraite éventuellement. Donc, on va se baser uniquement sur les années où ils ont eu des meilleurs revenus avant cette période-là d'accident de travail. Est-ce que vous aimeriez apporter une précision quant au travail réputé exécuté au Québec? Là? Parce que c'est technique, mais oui. Tout le monde connaît le télétravail, mais là, on parle du télétravail à l'étranger. Alors, allez-y. Effectivement, on a ressenti le besoin. Cet article-là, 7, existe depuis 1965, donc il n'avait jamais été vraiment changé. On s'est rendu compte, rendu en 2025, excusez-moi, je vais un peu vite, qu'effectivement, il y a de plus en plus de télétravail et de gens qui sont recrutés localement. Donc, des entreprises du Québec qui vont chercher, par exemple, des gens de la Chine ou des gens de l'Inde et qui vont leur demander d'exécuter du travail et les payer à partir du Québec. Si on applique l'article tel qu'il était rédigé, bien, ça laissait une porte de sortie à dire, bien, ces gens-là, on pourrait les faire cotiser au régime de rente. Les rentes admissibles de rente de retraite, à des rentes d'invalidité, des rentes de conjoints survivants, ça devient compliqué et difficile d'appliquer le régime, mais ce n'est pas du tout l'objectif du régime de rente du Québec. Donc, en simplement mettant cette précision-là, on vient limiter les cotisations de ces gens-là. Donc, ces gens-là qui ont été recrutés à l'extérieur, qui n'ont jamais mis les pieds au Québec, ne pourront pas cotiser au régime de rente du Québec. Une parenthèse, si les Québécois vont à l'extérieur, ils sont tout à fait encadrés pour le paiement des cotisations dans le moment. Il y a des ententes de sécurité sociale avec 39 pays qui permettent aux Québécois qui vont travailler dans ces pays-là de cotiser au régime de rente. Et si jamais c'est un pays où il n'y a pas d'entente de sécurité sociale, bien, il y a des arrangements que les employeurs peuvent faire avec Revenu Québec et Retraite Québec pour que ces gens-là continuent à cotiser sans problème. Donc, les Québécois sont tout à fait bien servis là, avec les mesures législatives réglementaires, mais cette mesure-là évite de faire cotiser des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Québec. Merci. D'autres? Non, ça va, merci. Je vous ajouter. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on étudie présentement simultanément l'article 1 et 2 à 10. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, merci, M. le Président. Donc, juste pour revenir sur ce que vous disiez là, vers la fin de votre laïus, donc, la distinction est faite à savoir des gens qui sont nés au Québec, qui ont travaillé au Québec, qui ont un début de carrière au Québec et ou pas, mais qui décident pour une raison, ils n'aiment pas la neige, s'en vont vivre en Floride là, pour plusieurs années. Puis là, ils décident de travailler pour une entreprise québécoise, mais à partir de la Floride, en télétravail. Eux, ils sont couverts avec ce que vous dites là, dans votre... Vous pouvez répondre. Allez-y. D'ailleurs, je pense que la question vous est adressée. Oui et non. C'est-à-dire que les ententes de sécurité sociale et les arrangements sont des mesures législatives réglementaires qui concernent le travail de détachement. Donc, c'est une personne qui va travailler de façon temporaire à l'extérieur du Québec dans un pays
autres. Donc, ces périodes-là, normalement, ces personnes-là vont y aller pour de 3 à 5 ans. Donc, on permet d'y aller de 3 à 5 ans. Mais il n'est pas question, une personne qui irait s'établir dans un autre pays, à ce moment-là, réside dans l'autre pays, et à ce moment-là, ne pourrait pas normalement continuer à cotiser au régime de rente pour effectivement là, le temps qu'ils sont dans cet autre pays-là. Définissez donc l'établissement d'une personne à l'extérieur du Québec, un Québécois Québécoise qui va s'établir. Comment vous définissez ça? Parce que moi, je vois l'exemple de quelqu'un qui va y aller pour plus que 5 ans. J'ai juste en tête, parce que je l'ai vu à plusieurs reprises, là, des gens qui ont voulu travailler pour Garda en Floride et ils sont partis pour plus de 5 ans, là, des dizaines d'années, de 12 ans, 13 ans, là, et ils sont, eux autres, employés d'une corporation qui... Ben, en fait, je ne me souviens même pas si le siège social de Garda est au Québec encore, là, mais ils sont employés, ils font un travail qui est pour Garda, mais ils sont en Floride, ils peuvent être n'importe où, ils peuvent être en France, ils peuvent être en Gagne. Oui. Et c'est des gens qui sont là, puis c'est pas un établissement de leur vie pour la suite des choses, c'est temporaire, ils n'ont pas l'intention d'être là pour une semaine, ils n'ont pas l'intention d'être là que pour 5 ans, ils ont l'intention d'être là pour plusieurs années. Comment vous faites la distinction pour dire la ligne dans le sable, là, à partir de ça, ce moment-là, tu fais partie de la gang? OK. Ça dépend de l'endroit où ils sont. On parle de 39 ententes de sécurité sociale qui ont des modalités différentes en termes de durée du certificat d'assujettissement auquel ces gens-là auxquels ils ont souscrit. Donc, ça va dépendre de la durée, ça va dépendre de chaque entente, donc le pays où ils sont. Ça va dépendre aussi de la nature de leur établissement. Est-ce que ces gens-là, vous me dites provisoire, temporaire, ils sont là un certain temps? Est-ce qu'ils sont là de façon détachée temporaire ou ils sont là de façon permanente? Est-ce qu'ils résident ailleurs qu'au Québec? Donc, c'est toutes ces données-là qui vont être évaluées au moment de la demande pour continuer à payer les cotisations. Simplement de leur demander à la place, est-ce que votre intention, c'est lors du moment où vous serez éligible à recevoir une pension, une ARQ, est-ce que vous avez l'intention de revenir vivre au Québec? Puis à ce moment-là, bien, qui a travaillé 30 ans à l'extérieur du Québec, par exemple, c'est des gens qui ont travaillé... c'est des Québécois, là, puis là, bien, ils veulent venir prendre leur retraite au Québec. Là, on leur dit, vous n'auriez pas accès à cette... Non, absolument pas. Le régime de rente est payable n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que les prestations du régime de rente ne sont pas liées au fait de résider ou pas au Québec, comme par exemple la pension de vieillesse. Donc, une personne qui aurait travaillé 2 ans au Québec ou qui aurait cotisé 2 ans au régime de rente du Québec pourrait aller vivre sur une île dans le Pacifique et recevoir une rente de retraite pour les 2 ans où ils ont cotisé au Québec. C'est 2 choses différentes. Non, mais le travail qu'ils vont accomplir sur cette île déserte dans le Pacifique, qui serait à télétravail pour une compagnie québécoise, par exemple, qui fait du télétravail à partir de cette île déserte-là? Comme je vous le disais, c'est du cas par cas. Donc, il va falloir que cette personne-là fasse une demande de certificat d'assujettissement et on verra à ce moment-là si la situation de la personne permet de continuer à cotiser au régime de rente. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que faire du cas par cas, dans le cas très simple, que l'objectif ultime ici, c'est de savoir, ton chèque de rente, là, tu vas le recevoir quand tu vas vouloir être à la retraite. Ton intention, c'est-tu d'être au Québec à ta retraite ou pas? Pourquoi c'est pas aussi simple que ça, par exemple? Pourquoi avoir plusieurs grilles d'évaluation? En fait, c'est 2 choses différentes. La réception d'une prestation, n'importe où dans le monde, la personne peut faire sa demande et recevoir n'importe où. Travailler, moi. Mais le fait de pouvoir cotiser au régime de rente, c'est une chose, normalement, c'est les résidents du Québec, pas nécessairement des Québécois, mais c'est des résidents, des gens qui travaillent au Québec, qui cotisent. C'est ça la règle du régime de rente. Et si ces gens-là quittent de façon par détachement, soit avec un employeur ou soit comme travailleurs autonomes, bien, ils peuvent demander la permission de continuer à cotiser au régime de rente. C'est un privilège, cotiser au régime de rente. Alors, ces gens-là cotisent au régime de rente et on leur accorde ou pas. Il faut comprendre que quand ils vont dans un autre pays, il y a un autre régime de sécurité sociale dans le pays en question et ils vont cotiser dans ce pays-là. Mais c'est pas une automatique. Si tu en vas travailler dans une île déserte ou aux États-Unis, que tu vas avoir ton régime de rente là-bas. Là. C'est pour ça que je pose la question, parce que dans le fond, vous dites que c'est un privilège, mais c'est une contribution au pot social de tous. Là, fait que dans le fond, c'est bénéfique. Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que pour cotiser au régime de rente, il faut être résident du Québec. Normalement, alors, vous pouvez travailler à l'étranger et être résident du Québec. Et à ce moment-là, vous cotisez. Mais si vous travaillez à l'étranger et que vous avez choisi de ne pas être résident du Québec, comme par exemple si vous êtes en Floride et qu'il n'y a pas d'impôt de l'État,
bien là, vous ne pouvez pas avoir le privilège de cotiser au régime des rentes, puis en même temps, pas payer d'impôts au Québec parce que vous avez choisi de ne pas être résident. OK, mais la personne, quand elle contribue à son régime de rente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met de l'argent de côté pour sa retraite. Oui, mais là, comme elle n'est pas résidente, elle va contribuer au régime des rentes de la Floride. Puis là, on a une entente avec la Floride. Lorsque cette personne-là va revenir, si elle faisait ce choix-là, bien là, il y aura une reconnaissance d'équivalence. Oui. Donc, y a-tu cette entente-là avec... on a facilement accès à tous ces petits endroits, ces juridictions-là, pour savoir c'est quoi les équivalences, ou c'est du cas par cas, il faut demander, puis y a-t-il une grille de décision qui est disponible pour qu'on puisse partager avec les Québécois? Il y a 39 ententes de sécurité sociale qui ont été suivies qui permettent la réciprocité. Cette réciprocité-là permet de tenir compte des années de cotisation dans les autres pays. Donc, je tiens compte, par exemple, des années de cotisation aux États-Unis et ça peut me permettre d'être admissible à la rente d'invalidité ou la rente de survie ici au Québec. Par contre, pour la rente de retraite, on ne calcule pas le nombre d'années. La rente de retraite qu'on verse ici est en fonction du nombre d'années que vous avez cotisé ici. Donc, si vous avez cotisé en Floride, vous allez avoir un montant de rente de retraite de la Floride et vous allez avoir cotisé au Québec, vous allez avoir un montant de rente de retraite du Québec. Payé par la Floride, payé par le Québec. C'est ça. D'accord. Dans l'autre partie de votre laïus, vous avez parlé évidemment là, de corriger une iniquité dans le régime des rentes du Québec. En fait, la seule question que j'ai, puis peut-être que j'ai mal compris, là, mais la seule question que j'ai, c'est pourquoi ne pas avoir fait ça de façon rétroactive? Parce que dans le fond, ce que les gens disent, c'est que moi, j'ai travaillé 3 ans dans une job moindre parce que j'avais un handicap, j'avais eu un accident, j'avais eu une raison d'être, peu importe. Puis là, maintenant, tu sais, ça m'affecte maintenant, aujourd'hui, dans ma retraite. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus le cas à partir de 2026, 1er janvier 2026, puis par la suite, et non de façon rétroactive. Juste comprendre pourquoi il y a eu cette décision-là de prise. D'abord, ce sont des régimes différents. Hein? La CNE-SST, le régime des rentes, l'assurance automobile, 3 régimes différents avec des particularités différentes. Là, ce qu'on avait, c'est 2 clientèles avec des situations différentes de la CNE-SST n'avaient pas le même traitement dans le RRQ. Mais nous, cette inéquité-là, pour la corriger prospectivement, il faut que quelqu'un paye pour ça. Et puis, ce n'est pas à l'ensemble des cotisants du régime des rentes de corriger cette inéquité-là. Alors, celle-ci est financée par la CNE-SST. En date du 1er janvier. En date du 1er janvier 2026. OK. Alors, à chaque fois qu'on corrige une inéquité prospectivement, il y a la question, pourquoi vous ne la corrigez pas rétrospectivement? Bien, le geste positif qu'on fait, c'est de la corriger prospectivement. Il faut bien comprendre que les décisions qui ont été prises dans les différents régimes dans le passé par différents gouvernements sous différentes situations, bien, le gouvernement d'aujourd'hui, on a le principe de la continuité des gouvernements. Ce n'est pas au gouvernement d'aujourd'hui de corriger les décisions des gouvernements passés. On peut le faire prospectivement, mais on ne fera pas rétrospectivement des corrections pour des décisions qui ont été prises dans le passé. C'est une étude d'impact pour savoir combien ça aurait coûté qui a été faite? Parce que dans le fond, pas à ma connaissance. Je pense que si on y va de façon par réflexe, c'est prospectivement tout le temps, je comprends. Mais ma question, c'est, OK, si on y avait été de façon rétroactivement... C'est certain que si on y allait rétroactivement, ce serait plus dispendieux, là. Certainement, mais combien? J'ai pas cet estimé. Mais pour avoir eu un dossier qui a des similitudes, je ne veux pas dire qu'il est similaire, là, la rente invalidité, le gouvernement a fait un geste extrêmement courageux de le corriger prospectivement et rétrospectivement. C'était extrêmement dispendieux parce que ça remonte à une décision de 1998 où le régime des rentes était dans une situation extrêmement précaire, où les cotisations ont été augmentées, les prestations ont été coupées et la rente invalidité a été réduite.
comprenez que le contexte de 98 où ces décisions-là ont été prises était extrêmement difficile. Et donc, en 2025, de dire les décisions que vous avez prises en 1998, ça n'a pas d'allure, etc., c'est pas approprié. Mais ce qu'on dit, c'est que de façon prospective, on l'a corrigé parce que le régime des rentes avait la marge de manœuvre. On l'a fait. Et puis, je vais arrêter mes commentaires ici parce que c'est un dossier qui est toujours judiciarisé pour la rétroactivité. Ma collègue, si on a des questions. Mme Taro. Oui, merci, M. le Président. Merci à mon collègue. Vu qu'on est sur l'article 2, là, je vais continuer sur l'article 2. J'ai 3 petites questions. Un, relativement au délai. Ce que je remarque, c'est qu'on vient changer dans l'article, c'est l'article 2, mais c'est l'article 96.3 de la loi là, qui va être modifié. On vient changer l'indemnité de remplacement qui devient payable à une personne au plus 30 jours après une première indemnité. Puis un petit peu plus loin aussi, on vient ajouter là, que ça devient payable à une personne au plus 90 jours. Est-ce que, je me demandais c'est quoi l'impact, puis ça vient de où ces modifications-là? Alors, l'article 96.3 fait partie d'un nombre d'articles qui concernent le régime de coordination avec l'indemnité non réduite. Donc, le 90 %, donc les gens qui ne travaillent pas. Ce régime de coordination-là, il y a plusieurs volets. Il y a un volet de premier payeur de la CNESST, on ne paye pas l'invalidité. Et il y a le principe de base qu'une IRR, une indemnité de remplacement de revenus non réduite de 24 mois ou plus, c'est un équivalent, entre guillemets, de notre invalidité du régime de rente. Donc, dans la loi, on en tient compte, même si c'est payé par la CNESST, on tient compte de ces périodes-là, comme si la personne avait reçu la rente d'invalidité. Alors, il y a plusieurs avantages. Là, on exclut ces mois-là, on retranche lors du calcul. Alors, il y a des avantages liés à ça. L'article 96.3, on est venu simplement rajouter une mesure administrative qu'on avait en place depuis très longtemps, pas longtemps après les débuts du régime. Alors, dans la loi, il y avait le 90 jours, c'est-à-dire qu'on vient dire si une personne a une indemnité de remplacement de revenus de plus de 2 ans et que là, il y a un arrêt de moins de 90 jours et qu'il y a une reprise de cette indemnité-là pour une rechute, par exemple, bien, on fait comme si c'était continu. D'accord? Ce qu'on fait aussi, puis qu'on n'avait pas mis dans la loi, c'est que le 30 jours, si la personne a une indemnité, puis ça cesse, puis qu'il y a une indemnité qui reprend dans les 30 jours, parce que ces indemnités-là sont quotidiennes, on n'en tenait pas compte. Alors, c'est ce qu'on est venu rajouter à 96.3. Puis, on a fait le mouvement de le rajouter à 96.3 parce qu'on a mis un régime équivalent pour les indemnités réduites. Donc, on est venu faire les indemnités réduites, on est venu parler du 30 jours, du 90 jours. Alors, on s'est dit, on va le mettre dans le régime de coordination aussi. C'est une mesure de concordance telle qu'elle est marquée dans le... Oui, j'ai une autre question. Je vais revenir sur l'article 1. C'est différent comme commission, là, en finance. Dans les autres commissions, on y va vraiment par bloc puis par article, là, mais ça va. Ça va, M. le Président. L'article 1, dans le fond, ce qu'on vient ajouter, c'est que... Outre... Ah, non, vous n'avez pas assisté à ma commission. Il y avait 43 articles, 90 amendements, puis on a passé à travers. Là. Prenez-en note, M. le Président. Commission de l'aménagement du territoire. D'accord, allez-y. Je reviens à l'article 1. L'article 1, dans le fond, outre la notion de la résidence, là, sur laquelle mon collègue a posé beaucoup de questions, on vient ajouter que le présent article s'applique que si le travail est exécuté au Canada. Fait que il n'y a pas de lien nécessairement avec la résidence. On parle plus de l'exécution du travail. Donc, comment, dans le fond, c'est la même question, mais c'est comment on détermine, au lieu de déterminer le lieu de résidence, c'est plutôt comment on détermine que le travail est exécuté au Canada. En fait, la façon de l'écrire, le libellé,
est très, très similaire à un libellé qu'on retrouve dans la loi sur le régime de pension du Canada, qui est notre équivalent pour le reste du Canada. Alors, on a des règles quant aux cotisants, à la cotisation qui doit être faite selon qu'on reste au Québec ou ailleurs dans les autres provinces. Et il y avait un article dans la loi sur le régime de pension du Canada qui parlait du travail exécuté au Canada. Donc, on a repris ces termes-là. Mais l'idée derrière ça, c'est que on vise, la façon de l'écrire nous permet de dire que les personnes qui peuvent cotiser au régime de rente doivent exécuter leur travail au Canada et au Québec. Et, par exemple, je donne un exemple, la personne qui travaille en Ontario pour quelqu'un qui a un établissement au Québec, qui est payé par un établissement au Québec, on pourrait conclure que cette personne-là fait un travail réputé exécuté au Québec et le faire cotiser au RRQ. Bon, il y a différentes autres règles qui font que cette personne-là va peut-être faire le choix de cotiser au régime de pension du Canada, mais on règle nos affaires à l'intérieur du Canada. Ça permet simplement de venir dire, si je suis, par exemple, un local en Chine, je suis une personne en Chine, s'il y a un employeur du Québec qui vient me recruter, que j'ai jamais mis les pieds au Québec, j'ai jamais résidé au Québec, mais je pourrais pas cotiser. C'est-à-dire que l'employeur percevra pas de cotisation au régime de rente du Québec pour cette personne-là. Et cette personne-là ne recevra pas de bénéfice du régime de rente. C'est ça qui était visé. Okay, bien, je comprends le principe, le but recherché là, de l'exemple avec la Chine est très parle de lui-même. Là. Parfait, merci. Merci. D'autres questions, commentaires sur les articles du sujet 1? Non, M. Président. Non. Donc, je vais mettre aux voix les articles du sujet 1. Est-ce que les articles 1 à 10 sont adoptés? Adopté. Adoptés. Sur division. Donc les articles sont adoptés sur division. Nous continuons alors avec le sujet numéro 2, intitulé « Mesures relatives au paiement de droits additionnels touchant certains véhicules ». Monsieur le ministre, oui, la parole est à vous. Monsieur le Président, pendant que les avocats bougent, je vais vous demander de suspendre 2 minutes. Okay. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour.
Donc, nous allons reprendre au sujet 2, soit sur les articles 11 à 48. Monsieur le ministre, la présentation. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il s'agit des mesures relatives au paiement de droits additionnels touchant certains véhicules. Droits additionnels exigibles à l'égard de véhicules de luxe. Articles 11 à 15 du projet de loi. Mise en contexte. Depuis 1998, un droit additionnel pour les véhicules de luxe doit être payé pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule routier de luxe et le droit de mettre ce véhicule en circulation et pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule immatriculé. Ce droit additionnel s'applique à tout véhicule de promenade et à tout véhicule utilisé à des fins commerciales de 3000 kg et moins, dont l'année de production remonte à 7 ans ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $. Certaines catégories de véhicules sont exclues de ce droit additionnel, notamment les ambulances et les autobus affectés au transport d'écoliers. Les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables peuvent bénéficier d'une exemption de ce droit additionnel sur la partie de leur valeur se situant entre 40 000 et 75 000 depuis 2018. Modification proposée. Il est proposé de modifier le Code de la sécurité routière et le règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers afin de hausser le seuil d'assujettissement du droit additionnel pour les véhicules de luxe de 40 000 à 62 500, de supprimer l'exemption applicable aux véhicules électriques et aux véhicules électriques hybrides rechargeables sur la partie de leur valeur se situant entre 40 et 75 000. Je vais maintenant lire la section qui concerne le droit additionnel exigible à l'égard de certains véhicules électriques et de certains véhicules hybrides électriques rechargeables, les articles 16 à 48 du projet de loi. Mise en contexte. La taxe spécifique sur les carburants constitue la principale source de revenus du Fonds des réseaux de transport terrestre, le FOR, consacré au financement du réseau routier et du transport collectif. Bien que les propriétaires de véhicules électriques et de véhicules hybrides électriques rechargeables utilisent le réseau routier et qu'ils bénéficient de l'allègement de la congestion routière grâce au transport collectif au même titre que tous les automobilistes, les propriétaires de véhicules électriques ne paient pas cette taxe. On parle de la taxe spécifique sur les carburants. Et les propriétaires de véhicules hybrides électriques rechargeables en paient moins que les propriétaires de véhicules à combustion. Modification proposée. Il est proposé de modifier le Code de sécurité routière et le règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers afin de mettre en place un droit additionnel. Ça s'arrête là, Monsieur le Président. Merci. Des commentaires? Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Oui, merci, Monsieur le Président. En date de quand exactement on fait ça, Monsieur le ministre? Attendez un instant, Monsieur le Président. Il me manquait une page. Excusez-moi. Et moi, je n'ai pas fait la lecture complète. Je trouvais que ma phrase finissait raide un peu. Ah ouais. Que Monsieur le ministre continue. Allez-y, Monsieur le ministre. Merci. Je m'excuse pour ceux qui nous écoutent. Là. Il n'aurait pas dû me manquer une page. À l'égard des véhicules électriques et des véhicules hybrides électriques rechargeables, qui est payable pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule routier, le droit de mettre ce véhicule en circulation et pour conserver le droit de circuler avec ce véhicule immatriculé. Ce droit additionnel annuel est de 125 $ pour les véhicules électriques et de 62,50 $ pour les véhicules hybrides électriques rechargeables à partir du 1er janvier 2027. Ce montant est ajusté afin de tenir compte notamment de l'usage saisonnier d'une souffleuse à neige, d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur lors de l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule routier et du droit de mettre ce véhicule en circulation du nombre de mois pour lequel ce droit est octroyé. Ce droit serait ensuite indexé en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Les véhicules lourds et les véhicules hors route seraient exclus de la portée de la mesure, et ce, en raison pour les premiers que ce mode de tarification n'est pas adapté à leur réalité, et pour les seconds que ceux qui les conduisent n'utilisent pas les chemins publics, sauf exception. Merci, M. le Président. Merci. Donc, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Donc, j'ai eu réponse à ma question dans votre dernière page. Standard du 1er janvier 2027, c'est ça? Correct. D'accord. Moi, j'ai deux questions. La première, en fait, c'est la même question, mais deux montants différents. Pour les véhicules de luxe, on est passé de 40 à 62 500. Pourquoi ce montant-là? Puis pour les véhicules électriques, de 40 à 75 000. Pourquoi? Puis comment en êtes-vous arrivé à établir ces montants-là? OK. Alors, on a vraiment regardé différentes combinaisons. OK? Puis il faut savoir que les deux mesures sont différentes. Pour ce qui est du droit additionnel exigible à l'égard des véhicules de luxe, il y avait vraiment la mesure avait mal vieilli dans le sens que 40 000 en 2025, ce n'est pas un véhicule de luxe. Alors là, on voulait actualiser la mesure, monter le seuil. Okay? Mais pour monter le seuil, donc, collecte moins de revenus. Or, l'objectif de l'examen des dépenses fiscales était de nettoyer notre régime fiscal, la simplicité, l'harmonisation, mais bien sûr, l'examen des dépenses fiscales visait aussi à avoir plus de revenus. Mais là, si on monte le seuil, on perd des revenus. Alors, on s'est dit, mais un instant, il y a les véhicules électriques qui ne paient pas entre 40 et 75 000 $. Alors, en enlevant cette exemption-là et en les rendant éligibles à payer à partir de 62 500, mais on se trouve à financer l'augmentation du seuil et on a une mesure qui coûte presque rien. Là, je pourrais vous trouver le coût de la mesure. Est-ce qu'on a le numéro de page? D. 33, merci. Je vais juste vous dire le net de tout ça. En fait, moi, je l'ai dans les impacts financiers. Renforcer l'équité. Attendez. Attendez, je suis dans la... OK. Excusez, la page D46 du budget. Okay. Actualiser le droit d'immatriculation additionnelle pour les véhicules de luxe. OK. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point va être... Voilà. OK. Alors, en tout, là, ça coûte sur 5 ans, ça coûte 100 millions. Quand je dis ça coûte, ça veut dire qu'on va recevoir 100 millions de moins de droits sur 5 ans. Alors, en enlevant l'exemption aux véhicules électriques, j'ai tempéré le coût de ça. On a regardé toutes sortes de combinaisons. Je n'ai pas la matrice de combinaisons qui était possible, mais on a pris une décision que les véhicules électriques et hybrides devaient contribuer. Donc, on enlève l'exemption, ça donne un revenu. Et puis là, on a regardé les modèles aussi, parce que tout ça, ça ne se fait pas de façon désincarnée. C'est sûr qu'à 62 500, il y a des modèles de base qui passent, puis il y en a d'autres qui sont en dessous. Puis il y a des modèles qui seront au-dessus. Puis là, dans le budget, on avait une certaine liste de modèles. Juste
Et là, est-ce que j'aurais... Bon, par exemple, je pourrais vous lire, là, plusieurs modèles automobiles parmi les plus vendus au Québec, comme la Chrysler Grande Caravane ou le Toyota RAV4, dont le prix se situe entre 40 000 et 62 500, ne seront plus assujettis aux droits d'immatriculation additionnelle pour les véhicules de luxe. Puis, je pense que vous seriez d'accord que, par exemple, la Toyota RAV4, une excellente voiture, c'est pas un véhicule de luxe. Fait que comment, donc... Par contre, si vous mettez des équipements puis vous passez par-dessus 62 500, mais là, vous avez un véhicule de luxe. Fait que là, maintenant, pour les voitures électriques, est-ce que c'est la contribution de 125 $ par véhicule électrique? Ça, c'est le deuxième point. Alors, pour financer les routes de transport en commun, opérations, infrastructures, on a ce qu'on appelle le Fonds de réseau de transport terrestre. Réseau de transport terrestre, transport en commun, route. Et c'est financé par la taxe spécifique sur l'essence. Comme les véhicules électriques ne paient pas de taxe spécifique sur l'essence, comme les véhicules hybrides en payent peu, ils se trouvent à utiliser les routes, bénéficier du transport en commun sans contribuer. Alors, on amène une contribution de 125 $ annuels et ça donne 259 millions de dollars sur 5 ans. Ça, c'est la page D48. Et en termes annuels, ça va donner 100 millions par année. Donc, on a une mesure au revenu qui donne 100 millions par année et on a une mesure qui nous coûte 20 millions par année. Si on regarde l'ensemble des deux mesures génère 80 millions par année au Fonds de réseau de transport terrestre ou au Fonds consolidé, une façon de voir ça. Mais dans un premier cas, ça coûte 20, puis dans l'autre cas, ça génère 100. OK. Bien, je ne suis pas certain de vous avoir suivi dans les chiffres, mais je comprends l'idée, là, le principe en tant que tel. Donc, les droits qui étaient imposés aux véhicules de 40 000, maintenant, ce n'est plus à 40 000, ça va être à 75 000 ou à 62 500. Qui va exclure la RAV4 et le Grande Caravane. Qui va exclure certains modèles. Puis là, maintenant, pour les véhicules à essence, à combustion traditionnelle. Puis là, maintenant, pour les véhicules électriques, bénéficiait d'une exemption entre 40 et 75 000 $. On retire cette exemption, ce qui fait qu'à 62 500, véhicules de luxe, taxe sur les véhicules de luxe, taxe d'immatriculation. Véhicules électriques. Oui. Véhicules électriques. À 62 500 maintenant, ils ont une taxe de véhicules de luxe. Voilà. Fait que tous les véhicules, électriques ou pas électriques... Tous les véhicules au-delà de 62 500 auront ce qu'on appelle le droit d'immatriculation additionnel pour les véhicules de luxe. Okay. Alors, donc, on a actualisé la mesure. Puis donc, dans le cas des véhicules électriques, préalablement, c'était à partir de 75 000 que c'était le cas. Oui. D'accord. Fait que là, on baisse ça à 62 500. Exactement. Ça vous rapporte des revenus. Vous l'avez nommé tantôt. Oui, mais qui permet de financer en partie la hausse de 40 à 62 500, mais pas complètement, parce que ça coûte 19 millions en tout par année. Ça coûte le 20 millions que vous mentionnez tantôt. Puis là, maintenant, en deuxième volet, c'est le droit additionnel annuel de 125 $ par véhicule électrique. Oui. Rechargeable, ça, il n'y a pas d'hybride, c'est juste les électriques, ceux-là, c'est ça? Non, il y a rechargeable, c'est 62,50. 62,50. Excusez-moi, hybride, 62,50. Électrique, 100% électrique. Puis ça, 125. Ça vous génère le 200 quelque chose de millions que vous avez dit. Exactement 97 millions par année en 29-30. OK. Par année? Par année. Par année. OK, d'accord. Fait que, parce que tantôt, vous avez parlé d'un chiffre de 200 quelque chose. Là. Bien, je vous ai donné le total 5 ans, c'est la page D48 du budget. OK. Puis pour le véhicule de luxe, c'était la page D46. OK. Fait que net de tout, là, on va chercher 80 millions de plus. 80 millions par année à partir de janvier 27 dans le cadre de l'effort pour revenir à l'équilibre budgétaire, plan de retour à l'équilibre budgétaire, examen des dépenses fiscales, qui avait généré
en tout, si vous prenez la section là, du budget, là, l'examen des dépenses fiscales devait générer jusqu'à 2,8 milliards par année, parce qu'on avait un examen des dépenses fiscales avec un objectif, grosso modo, de 3 milliards par année, puis un examen des dépenses budgétaires, grosso modo, avec un objectif de 3 milliards par année pour résorber un déficit de 6 milliards structurels à l'enceinte. Mais là, en toute transparence, et c'est un sujet que vous connaissez très bien, bien, le gain de capital, le gouvernement, là-dedans, dans le 2,8, il y avait 800 millions associés au gain de capital. Et comme vous le savez, le gouvernement fédéral a confirmé hier dans son budget, là, parce que c'est compliqué avec le fédéral, là, mais qu'ils ont confirmé qu'ils allaient déposer la législation nécessaire pour retirer leur initiative. Et nous, on a toujours été harmonisés. Alors là, on va, une fois que leur législation va être claire, précise, adoptée, on pourra préciser nos orientations. Mais ce qu'on peut dire, en toute vraisemblance, c'est qu'il est fort probable qu'on va perdre ce 800 millions de revenus. D'accord. D'autres questions, commentaires? Madame la députée de Vaudreuil? Oui, merci, M. le Président. Je voulais tout simplement vérifier, quand on dit que les droits vont être indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation, là, on parle des droits sur les véhicules électriques puis les véhicules hybrides, le 125, le 62 et 50? Exactement. Puis, évidemment, à compter du 1er janvier 2027, là, ça s'applique. Bien, la première année, il va être à 125, puis la deuxième année, il sera à 125 fois 1,02 si l'inflation est à 2 % Parfait. Puis, bien, dans vos explications ou dans votre mise en contexte, moi, j'avais compris, entre autres, là, qu'il y avait des exceptions, mais là, je ne le retrouvais pas dans... Puis, je ne sais pas c'est à quel article, mais il y avait des exemptions, évidemment, là, pour les véhicules hors route qui vont être exclus les véhicules lourds, les véhicules hors route qui vont être exclus là, de la portée de la mesure. Oui. Alors, à ce moment-là, il faut aller dans les renseignements additionnels là, qui accompagnent le budget. Puis là, on a toutes les informations. Et puis, pour aujourd'hui, j'ai donné l'esprit de la mesure. C'est certain qu'il y a des exemptions. Puis on peut en discuter si vous voulez. Là. Non, mais ben, je me demandais juste où les trouver, ces exemptions-là. Là, dans les renseignements additionnels. Et aussi, j'imagine, là, dans le Code de la sécurité routière. Attendez un instant. Là, il y a deux personnes qui me chuchotent, alors peut-être qu'il y aurait une meilleure réponse que celle que j'ai donnée. Allez-y donc. Consentement, nommez votre nom et votre fonction, s'il vous plaît. Julie Massé, légiste au ministère de la Justice. Effectivement, les véhicules lourds... Est-ce que j'ai consentement? Oui, oui. Consentement, Oui, on s'excuse, ça coupe. Les exemptions de véhicules lourds, véhicules hors route sont effectivement aux articles 21 et 31.1 du Code de la sécurité routière. C'est les articles 17 et 18 du projet de loi. Donc, on dit que c'est à l'égard d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride électrique rechargeable autre qu'un véhicule lourd ou un véhicule hors route. Donc, payer un droit additionnel fixé par règlement. Mais j'aimerais préciser là, ici que c'est un dialogue de juristes. Alors, elle trouve la réponse dans la loi, mais moi, je suis un économiste, je trouve la réponse dans le budget et les renseignements additionnels au budget. Bien, ici, on est des législateurs, donc j'apprécie la réponse de Mme Julie. Moi aussi, je l'apprécie. Puis, dans le fond, à l'article, c'est à l'article 17 et à l'article 18, là, c'est là où je cherchais, là, mais ce que je comprends, c'est que c'est un ajout. On ajoute un septième pour que cette mesure-là s'applique, ou en fait, s'applique pas, là, pour qu'il soit exempté. Il y a de la concordance, ou en fait, ça concorde déjà avec le Code de la sécurité routière, les définitions pour véhicules lourds, puis véhicules hors route, je présume. Oui, c'est effectivement le cas. Parfait. D'autres commentaires? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre aux voix les articles du sujet 2. Est-ce que les articles 11 à 48 sont adoptés? Adoptés. Sur division. Donc, les articles 11 à 48 sont donc adoptés sur division. Donc, nous continuons alors par le sujet numéro 3, accès aux données de recherche par l'Institut de la statistique du Québec. Donc, Monsieur le ministre, vous allez pouvoir faire votre présentation, mais vous allez aussi déposer votre amendement et lire votre amendement
qu'on va étudier en premier. L'amendement est étudié, puis après ça, on reviendra à la suite. Donc, OK. faites votre présentation, puis introduisez votre amendement. OK. Et c'est possible qu'on manque de temps pour discuter de l'ensemble, mais on va mettre la table. À tout le moins, faire une lecture. S'il vous plaît. Oui, on va attendre. On a des... On va commencer par les articles, puis on va projeter l'amendement, là, mais qui arrive. Pardon? Allez-y. Est-ce qu'on est prêt? Oui, allez-y. OK. Bloc 3. Mesures concernant l'Institut de la statistique du Québec. Articles 49 à 72. Accès aux données de recherche par l'Institut de la statistique du Québec. Mise en contexte. Depuis 2021, l'Institut de la statistique du Québec a pour mission d'assurer la communication à des fins de recherche de renseignements détenus par des organismes publics aux chercheurs liés à un organisme public. Les renseignements visés sont ceux désignés par décret. Le processus en place manque de souplesse, implique des délais importants, limite la capacité de l'Institut à utiliser les renseignements désignés pour ses propres fins et ne prévoit pas la participation des organismes publics auxquels les chercheurs sont liés. Outre ce qui précède, certaines dispositions de la loi sur l'Institut de la statistique du Québec méritent d'être clarifiées ou remplacées afin d'optimiser la production statistique de l'Institut. Modifications proposées. Le projet de loi propose principalement de modifier la loi sur l'Institut de la statistique du Québec afin de définir le terme « recherche », de préciser les règles applicables lorsque l'Institut de la statistique du Québec conclut avec un organisme public une entente impliquant la collecte de renseignements par l'Institut, de permettre que des banques de renseignements détenues par un organisme public puissent être désignées afin que les renseignements qu'elles contiennent puissent être détenus et utilisés par l'Institut et communiqués à des fins de recherche aux chercheurs liés à un organisme public, de conférer au gouvernement le pouvoir d'autoriser l'Institut et tout organisme public à désigner par entente des renseignements additionnels ou des banques additionnelles de renseignements pouvant être communiqués à des chercheurs liés à un organisme public pour des fins de recherche, de conférer à l'Institut le pouvoir de préparer, de tenir à jour des fichiers de renseignements désignés susceptibles de répondre aux besoins récurrents de ces chercheurs, de permettre à ces chercheurs d'obtenir de l'Institut des renseignements désignés lorsqu'ils détiennent le consentement des personnes concernées par ces renseignements, d'exiger que l'organisme public auquel est lié un chercheur conclue conjointement avec ce dernier l'entente de communication de renseignements désignés avec l'Institut, d'étendre l'utilisation de renseignements désignés à d'autres fonctions liées à la mission de l'Institut. Monsieur le Président, je viens de trouver la page qui me manquait. Elle était clairement pas au bon endroit. D'introduire une habilitation réglementaire permettant la détermination des frais payables pour le service dispensé par l'Institut, d'actualiser les dispositions pénales en augmentant les amendes et en les distinguant en fonction du contrevenant, personnes physiques et autres. Monsieur le Président, j'ai un amendement. Est-ce que vous aimeriez que je le lise? Je vous invite à présenter votre amendement. D'accord. À l'article 68, je crois. Dans l'article 30.8 de la loi sur l'Institut de la statistique du Québec que propose l'article 68 du projet de loi, insérer après « Institut » aux chercheurs liés à un organisme public. Bon, premièrement, insérer après l'Institut aux chercheurs liés à un organisme public pour l'application des dispositions du chapitre I.2. Deuxièmement, remplacer leur modalité de paiement par les modalités de leur paiement et de leur indexation. Commentaire. La modification proposée par le paragraphe premièrement vise à limiter la portée des frais à ceux qui seront payables par les chercheurs liés à un organisme public à l'égard des services que leur rendra l'Institut de la statistique dans le cadre de la communication de renseignements désignés à des fins de recherche. La modification proposée par le paragraphe deuxièmement vise à permettre au ministre de déterminer par règlement les modalités qui permettront d'indexer ces frais. Donc, des questions, commentaires sur l'amendement, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois? Non. Spécifiquement sur l'amendement, non. On voudrait qu'on vote l'amendement, Monsieur
Président. Madame la députée d'Audreuil, est-ce que vous avez des commentaires sur l'amendement? Oui, j'avais une question. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse, c'est une déformation légale. D'accord. C'est une déformation professionnelle. Je veux juste savoir, avant de voter sur l'amendement, on dit que c'est de fixer par règlement les frais payables. Est-ce que c'est toujours par règlement qui ont été déterminés les frais ou c'est nouveau qu'on vient d'introduire que le ministre peut par Juste vous règlement? présenter pour obtenir le consentement pour monsieur, votre nom et votre Merci, fonction. Monsieur le Président. Alors, Alain Hudon, légiste au ministère des Finances. Consentement? Consentement. C'est bon? Oui. Merci. Il n'existe pas le pouvoir actuellement de déterminer, le pouvoir confié au ministre de déterminer les frais n'existe pas actuellement. On prévoit qu'il y ait des frais payables, mais uniquement lors de l'appariement de fichiers. Là, on se donne le pouvoir d'étendre, dans le fond, la détermination des frais qui pourraient être demandés aux chercheurs pour bénéficier du service d'accès aux données qui est sous la responsabilité de l'Institut de la statistique. Donc, il va y avoir un règlement qui va être pris par le ministre, tout simplement. OK. Oui. Bien, oui, comme disait mon collègue de Marguerite Bourgeois, c'est quand même entité gouvernementale, là. Et là, on parle des chercheurs liés à un organisme public. Là. Ce sont eux qui vont payer les frais. Ce n'est pas l'organisme public. OK. Puis j'imagine qu'il va y avoir une grille ou je ne sais pas là, comment ça va être déterminé. Bien, je comprends que ça va être déterminé par règlement, mais j'imagine qu'il va y avoir une grille qui va être élaborée en lien avec les frais ou ça va être un frais uniforme qui va être indexé à chaque année? Je ne peux pas présumer là, du règlement, OK. là, mais on peut penser qu'il va y avoir une diversité au niveau des frais dépendant du type de service. On parle ici au pluriel. Hein? Ce sont les services dispensés par l'Institut. Donc, peut-être que... Oui, en effet, parce qu'on parle de frais payables, là, fait que Oui. j'imagine que les demandes ne sont pas toujours la même. C'est pas toujours la même demande, fait que ça va être modulé en fonction des demandes. Vous présentez, madame, votre titre. Alors, Patricia Caris, je suis statisticienne en chef adjointe à l'Institut de la statistique du Québec. Consentement, oui. Allez-y. Alors, pour les frais, c'est d'une part un frais qui est lié au travail qui est fait par les statisticiens de nos équipes. Et c'est exactement le coût du produit qu'on leur donne, on le fait spécialement pour les demandes des chercheurs. Donc, par exemple, si on prépare un fichier, les gens vont être facturés précisément pour le temps dévolu pour la création du fichier. Même chose pour l'aide qu'on apporte aux chercheurs. Il y a certains frais associés au coût des licences, par exemple SAS, SPSS, etc. Puis un coût associé aux jetons qu'ils utilisent pour entrer dans notre système sécuritaire. Donc, l'idée, ce n'est pas... On a un organisme public, donc l'idée, c'est pas de faire du profit, c'est simplement de recouvrer certains coûts. Oui. Puis, est-ce que ça existait déjà, ces frais-là? Puis là, on vient les mettre par règlement parce qu'après ça, on va pouvoir... C'est plus facile à changer un règlement, là? Ou est-ce que c'est complètement nouveau qu'on va charger des frais? Non, c'est pas nouveau. On en charge depuis le début pour la création des fichiers de recherche, essentiellement. OK. Donc, il va y avoir des nouveaux frais là, qui feront partie d'une grille, c'est ce que je comprends. Oui. OK, parfait. D'autres questions, commentaires, Mme la députée? Ça va? Donc, est-ce que l'amendement, étant donné que le débat est terminé, est-ce que l'amendement à l'article 68 est adopté? Adopté. Adopté? Sur division? Donc, je déclare donc l'amendement adopté sur division. Donc, nous revenons à présent à l'étude des articles 49 à 72. Et, Monsieur le Président, je vais vous demander de suspendre et qu'on revienne à 15 heures. Donc, est-ce qu'il autorise le consentement? Donc, compte tenu du consentement, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci beaucoup.